Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Judiciarisation de l'itinérance et profilage social, un état de situation. Ce webinaire il a lieu dans le cadre de l'édition 2021 du séminaire annuel Convergence, Recherche et Intervention, communément appelé le CRI, qui est co-organisé par le RISC, l'IUD, l'équipe d'Hermès, l'AQCID et l'AIDQ. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par reconnaître que je suis située en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Gagnon-Guéhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me situe aujourd'hui. On provient tous et toutes d'endroits différents et par conséquent, vous vous situez possiblement sur un autre territoire traditionnel autochtone. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté. Je m'appelle Sandhya Vadlamoudi et ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter et animer la conférence. Je profite tout de suite de l'occasion pour remercier tous les acteurs qui œuvrent en dépendance, à la fois les membres des milieux de pratique, de la communauté scientifique et les personnes avec savoir expérientiel pour votre participation à l'événement virtuel d'aujourd'hui pour une deuxième année consécutive. Donc, merci beaucoup. Alors, notre invitée, je vous la présente, c'est Céline Bello, qui est juriste et criminologue. Elle est directrice de l'École de travail social à l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur les enjeux entourant la judiciarisation de l'itinérance et plus largement des problèmes sociaux. Elle dirige l'Observatoire des profilages qui rassemble plus de 30 chercheurs et 15 organismes partenaires. Elle a réalisé aussi de nombreuses études avec des démarches participatives sur les trajectoires des populations marginalisées et sur les interventions novatrices. Une de ses dernières recherches s'intéressait notamment à l'itinérance au féminin. Alors, c'est maintenant le moment d'accueillir avec grand plaisir Céline Bello pour nous présenter sa conférence « Judiciarisation de l'itinérance et profilage social, état de la situation ». Bon webinaire tout le monde. Céline, la parole est toute à toi. Bonjour tout le monde, donc merci pour cette invitation et j'ai grand plaisir de vous partager des résultats d'une des dernières études que nous venons de réaliser avec Marie-Ève Sylvestre, Véronique Fortin, Jacette Poisson et Hélène Lesage-Mann sur la judiciarisation de l'itinérance à Montréal. Je dois dire que ça fait maintenant plus de 20 ans que nous étudions cette question-là. On dira que dans le contexte COVID, que nous en sommes à la 4e vague de données analysées. Je vais présenter quelque chose qui relève de Montréal, mais je vais évoquer, puisqu'on a fait différentes études dans différents contextes québécois et canadiens, évoquer un certain nombre d'éléments qui sont issus de ces autres études. Juste peut-être aussi rappeler que avec l'Observatoire des profilages, nous poursuivons ces études en fait dans différents contextes. Donc très certainement que dans les 2 prochaines années, il y aura des mises à jour sur certaines données dans différentes villes québécoises. Donc, peut-être en commençant, quelques repères théoriques et historiques autour de la question de la judiciarisation de l'itinérance, mais plus particulièrement, en fait, cette analyse de la judiciarisation de l'itinérance s'inscrit, en fait, dans des lectures autour de la judiciarisation des problèmes sociaux qui est mise en œuvre depuis les années 90 à travers différentes stratégies qui ont été mises en place, au départ souvent aux États-Unis, mais qui ont
se sont répandues de partout dans toutes les villes canadiennes, québécoises et aussi européennes. Donc, la tolérance zéro, donc ce sont des termes qui ont visé en fait à mettre fin aux incivilités dans des contextes de quartiers défavorisés ou dans des villes qui avaient des situations d'inégalité, de pauvreté importantes. Donc, cette idée qu'on doit ne refuser de tolérer finalement aucune incivilité dans des territoires, notamment dans une volonté de mettre de l'avant à la fois des logiques de gentrification, mais aussi des logiques d'esthétisation des villes et de renforcement en fait de la position de certaines villes dans le contexte du tourisme mondial. Donc, apparaître finalement comme une ville prospère, riche et belle et sans problèmes sociaux. Les théories de Broken Windows aussi qui sont venues mettre de l'avant l'idée qu'il fallait systématiquement intervenir sur toute forme de carreaux brisés, donc de manifestations de petites incivilités, puisque l'idée de cette théorie qui a largement été dénoncée et critiquée, mais l'idée derrière cette théorie, c'était que de laisser des incivilités se développer dans un territoire, faisant en sorte que la criminalité allait s'accroître. Criminalisation de manière générale des populations marginalisées et racisées, on a assisté à de nombreuses stratégies de criminalisation des populations marginalisées et racisées, autant au Québec qu'au Canada. On sait actuellement, notamment en regard des populations autochtones, à quel point elles sont victimes de cette criminalisation en étant une des populations carcérales la plus nombreuse au Canada, malgré leur petit nombre en fait dans la population canadienne. Donc une surreprésentation massive au plan de l'incarcération et notamment des femmes, puisqu'on estime actuellement que près de la moitié des femmes incarcérées dans les prisons sont des femmes autochtones. Et finalement, la guerre à la drogue, alors certainement qui a fait beaucoup plus de ravages aux États-Unis qu'ici dans certains quartiers, mais qui demeure quand même un outil en fait de judiciarisation des problèmes sociaux, notamment à travers l'utilisation de surveillance et d'arrestation et d'accusation criminelle, que ce soit en termes de possession, de trafic, etc. Et la légalisation du cannabis, même si elle a ralenti un peu les choses, n'a certainement pas mis fin à ces stratégies de judiciarisation des problèmes sociaux. De l'autre côté, de manière un peu plus en tout cas, de l'autre côté de la médaille, c'est une stratégie quand même qui s'est déployée depuis les années 2010 de reconnaissance des profilages racial et social qui sont incarnés en fait dans ces pratiques de judiciarisation, à la fois à travers différents politiques et plans d'action en itinérance, politiques et plans d'action en matière de profilage social et racial, notamment adoptés par certains services policiers au Québec, et différents rapports de recherche qui sont venus mettre de l'avant la démonstration en fait de l'existence de ces pratiques de profilage social et racial. Du point de vue de l'intervention, en fait, depuis les années 2000, on assiste aussi quand même à toutes sortes de multiplications de mesures de rechange à la judiciarisation, notamment à Montréal, un moratoire sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende qui a lieu depuis 2003. Moratoire qui s'est déployé en fait dans d'autres villes comme Val-d'Or ou Québec dans les dernières années. Et maintenant, en fait, la loi 32 qui vient rendre plus difficile, surtout l'ensemble du territoire du Québec, l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, mais j'y reviendrai puisque la loi 32 porte simplement sur les réglementations municipales. Et il y a certainement un enjeu dans le contexte COVID, à savoir s'il y a des risques d'emprisonnement pour non-paiement d'amende qui s'en viennent. Certains programmes de déjudiciarisation dans les cours municipales, que ce soit le PAGIC à Montréal, mais dans Impact à Québec, etc. Donc, dans plusieurs cours municipales, on a vu se développer des programmes de déjudiciarisation, parfois spécifiques à l'itinérance, parfois à la consommation de drogue, parfois à la santé mentale, mais donc des mesures qui visaient à défaire finalement les risques d'amende et d'emprisonnement pour non-paiement d'amende
en mettant en place toutes sortes de stratégies visant à soit abandonner les poursuites, soit réaménager la peine pour les personnes. Au point de vue policier, on a vu aussi se mettre en place des équipes comme l'équipe Emery, les équipes ESUP. Les équipes Emery sont des équipes qui sont des équipes extrêmement spécialisées en déjudiciarisation à Montréal, donc, puisqu'elles visent la déjudiciarisation donc, des populations itinérantes fortement judiciarisées en prenant en charge, dans une logique de gestion de cas, l'ensemble de leurs besoins. Et les UP est une équipe, et ce sont des équipes qui vont venir intervenir davantage sur des situations de crise avec une forme de spécialisation ou de formation particulière à l'intervention de crise, que ce soit les UP ou que ce soit des équipes RIC. On a vu aussi de côté peut-être plus communautaire des interventions autour de l'injection supervisée. J'ai mis ça comme ça puisque parfois site d'injection, pas site d'injection, mais donc des interventions autour de l'injection supervisée. La mise en place aussi de centres ou de places de dégrisement, que ce soit à Québec, à Montréal, à Québec, mais dans toutes sortes d'endroits où notamment des centres d'hébergement ont vu se déployer ou se développer des places de dégrisement. Et une amélioration quand même des corridors de services en santé mentale et en dépendance pour les populations itinérantes dans certaines villes ou certaines régions. Donc, on est dans un contexte où quand on entreprend cette quatrième étude, on se dit, et on a pris du temps en fait à faire cette quatrième étude parce qu'on se disait, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Il y a toutes sortes de mesures de rechange, de stratégies. On a eu une forme de reconnaissance que la judiciarisation n'était pas la voie à privilégier en matière de gestion de l'itinérance et de l'occupation de l'espace public, notamment parce qu'elle est coûteuse, elle est contre-productive pour les personnes qui la subissent et qu'elle n'apparaît pas une solution en fait à l'itinérance. Et pourtant, voilà, en fait, on a réalisé donc une étude après s'être posé beaucoup de questions sur la nécessité de cette étude-là, mais nous avons finalement choisi de réaliser une étude et donc de faire une quatrième vague d'analyse de données, de constats d'infraction émis à Montréal en vertu des réglementations municipales. Donc, soit les réglementations qu'on utilise classiquement depuis nos premières études sont la réglementation, et je le dis très rapidement, sur la paix et le bon ordre dans l'espace public à Montréal, et aussi les réglementations en matière de transport, donc les règlements du STM, de la STM. Et en fait, cette étude-là, nous l'avons réalisée et nous avons sorti les données durant l'hiver 21. Je vais vous montrer un certain nombre de données où je vais souvent parler de 2012-2018 parce que 2019 est une année incomplète. Donc, on a l'impression que ça s'améliore, mais c'est juste à 6 mois. Donc, si on le projette sur une année complète, il n'y a pas eu d'amélioration en 2019. Et finalement, une autre étude qu'on est en train de réaliser sur la judiciarisation de la pandémie, je vous donnerai quelques données, mais qui ne sont pas issues de cette étude qui est encore en cours d'analyse, mais qui permettra de documenter l'ensemble des constats d'infraction remis en raison de la loi sur la santé publique dans l'ensemble du Québec. Alors, judiciarisation de l'itinérance. Donc, au départ, quand on a donc étudié un peu plus de 50 000 constats d'infraction émis entre 2012 et 2019. Et au total, en fait, quand on regarde nos 4 vagues d'études, on a étudié plus de 115 000 constats d'infraction. Ce qu'on a pu constater, en fait, c'est que loin d'être en amélioration, en fait, les constats d'infraction sont de plus en plus courants et sont une pratique de plus en plus courante à la ville de Montréal. En fait, 8 fois plus qu'en 1994. Et si on regardait que en 2012, en fait, on avait l'impression que les constats d'infraction commençaient à diminuer sur les pratiques du SPVM, il ressort de cette étude que à partir de 2014 jusqu'en 2017 et 2018, finalement, il y a eu une très grande hausse des constats émis, notamment plus du double entre 2014 et 2017. Donc, on est passé de 3 841 constats à 9 580 en 2017. Et c'est véritablement 9 580 le nombre le plus important de constats d'effraction émis dans une année. Donc, loin d'être dans un contexte de diminution de la judiciarisation, on est véritablement dans un contexte de forte augmentation.
Les 2 tiers de ces constats sont remis par des agents du SPVM, donc des agents du service de police de la ville de Montréal, tantôt sur les rues de Montréal, mais aussi dans le métro de Montréal, puisqu'ils ont un mandat dans le métro maintenant. Et 1 tiers est remis par les agents du service de la société de transport. Il faut se rappeler que pour l'instant, en fait, jusqu'au 1er juillet, les agents de la société des transports ne pouvaient remettre des constats d'infraction qu'en regard de l'absence de paiement, en fait, du billet de transport. Donc, ils ne pouvaient, c'était les policiers de Montréal qui remettaient les constats d'infraction en matière d'incivilité, de paix de bon ordre, et les agents du métro en matière de non-paiement de tickets de transport. Ce qui va changer à partir du 1er juillet, puisque les agents de la STM sont en voie de réobtenir leur titre de constable spéciaux et donc vont pouvoir appliquer les 2 règlements, ce qui risque encore d'augmenter le nombre de constats d'infraction remis dans le métro, puisque 2 types d'agents vont pouvoir les remettre. On a, à partir de ces données-là, essayé de voir s'il y avait un renforcement aussi du profilage social. Donc, quelles étaient en fait les pratiques de judiciarisation de manière générale du SPVM et comment cela se manifestait en regard des populations en situation d'itinérance. Et pour cela, en fait, on a adopté la même méthodologie que la Commission des droits de la personne avait utilisée pour définir le profilage social. Et si en 2012, quand la Commission des droits de la personne avait regardé donc, ces pratiques de profilage, elle avait pu constater qu'à peu près 25% des constats d'infraction remis en vertu des réglementations relatives à la sécurité et l'ordre public, 25% des constats donc étaient remis à des personnes en situation d'itinérance. Quand on a refait cette méthodologie à partir de la 4e vague de nos données, on s'est rendu compte que ce ratio arrivait pratiquement à 40%. Donc 40% actuellement des constats d'infraction remis aux personnes dans la ville de Montréal sont remis en fait à des personnes en situation d'itinérance. Donc, un net renforcement du profilage social depuis 2017, 2018 et 2019. Les motifs de la judiciarisation, classiquement, et ça, je pense que toutes nos études montrent qu'on est à peu près entre 75 et 93% des cas sur des constats d'infraction qui concernent l'usage d'alcool ou de drogue et de l'ébriété publique. Donc, que ce soit Val-d'Or, Québec, Gatineau, Toronto, Vancouver, l'utilisation du règlement municipal est fortement utilisée par les services policiers en regard de l'usage d'alcool et de drogue et de l'ébriété publique. Dans notre 4e vague, c'est plus de 82%, donc près de 83% des constats qui sont émis dans ce contexte-là et 10% qui relèvent du flânage. Dans le métro, 54% des constats relèvent donc du règlement en matière du non-paiement de titre de transport, donc qui sont remis par les agents du métro. Et les autres cas qui sont donc remis par le SPVM sont d'être étendu sur un banc, de consommer de la boisson ou de gêner la circulation. Les personnes judiciarisées, maintenant, année après année, les constats sont remis dans plus de 80% des cas à des hommes, mais la proportion des femmes judiciarisées augmente dans nos études. On a aussi regardé l'âge en fait, des personnes judiciarisées et on se rend compte que plus de la moitié de ces personnes avaient plus de 40 ans et 34% avaient entre 25 et 39 ans en fait. Et cette répartition, vers les personnes les plus âgées, elle s'est dessinée au fur et à mesure de nos études. Dans la première étude, on avait à peu près 1/3 autant de jeunes de moins de 25 ans que de 25-39 et de plus de 40 ans qui étaient judiciarisés. Et on voit progressivement, en fait, une judiciarisation qui est de plus en plus accentuée vers les personnes de plus de 40 ans, notamment dans un contexte d'une population qui fait face à de nombreuses difficultés, qui va recevoir aussi beaucoup plus de constats d'infraction. On a, au fur et à mesure de nos études, regardé ce qu'on a appelé les personnes surjudiciarisées, donc celles qui recevaient plus de 10 constats d'infraction
Et on constate que 11% de nos populations, de la population des personnes qu'on a analysées sont judiciarisées. Ce 11%-là, il était 3 à 4% à la première étude. Et il concerne en fait actuellement dans notre banque de données plus de 1200 personnes. Pour rappel, Emery travaille en gestion de cas à peu près avec 80 et 100 personnes par année à la déjudiciarisation. Donc, le système produit de plus en plus de personnes surjudiciarisées, tant en nombre de personnes qu'en nombre de constats d'infraction que chaque personne a reçus. Donc, on voit un emballement aussi, non pas juste de la judiciarisation, mais de la surjudiciarisation, puisque de plus en plus de personnes sont concernées par cela. On a aussi étudié pour la première fois dans cette 4e étude, à la demande du Centre de justice des premiers peuples, essayer de documenter en fait la judiciarisation des personnes autochtones en situation d'itinérance. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce qu'il n'y a pas de données ethno-raciales sur les constats d'infraction. Donc, il faut y aller par des méthodologies indirectes. Et une des stratégies qu'on a adoptées dans cette étude-là, c'est de demander à la Cour municipale de nous extraire des constats d'infraction qui étaient remis à des personnes qui avaient donné l'adresse d'un organisme autochtone en itinérance à Montréal. Et donc, c'est par cette voie-là indirecte qu'on a considéré qu'on avait là des constats d'infraction qui avaient été remis à des personnes autochtones, même si ces personnes ne sont pas d'autodéterminées comme étant des personnes autochtones, et que c'est par le biais de l'adresse d'un organisme autochtone qu'on a déterminé cette appartenance. Pour autant, on a étudié plus de 4% des constats qui ont été remis à ces personnes itinérantes autochtones, et que cette proportion de constats reçus par est particulièrement importante chez les femmes, qui sont à peu près 25% de ces constats d'infraction. Et ça, c'est une donnée qui est à peu près similaire à celle qu'on avait trouvée à Val-d'Or dans le même type d'étude. Et ce qu'on constate donc, c'est que non seulement la judiciarisation des personnes autochtones est en croissance et de plus en plus importante et concerne de plus en plus des femmes autochtones, alors même que cette population est nettement moins grande que le nombre de constats d'infraction qui leur sont remis. Enfin, quand on regarde les motifs de constats d'infraction qu'on a remis à ces personnes-là, on constate qu'il est de 93% sur des questions d'usage d'alcool et d'état d'ébriété, alors que je vous rappelle qu'on était à 82% de manière générale. On a aussi documenté au fur et à mesure, et je vous le disais, l'importance de la judiciarisation reconnue comme une pratique coûteuse et contre-productive. On a pu constater dans cette étude que finalement, entre les amendes et les frais initiaux de tous ces constats d'infraction, les populations et les personnes itinérantes avaient reçu plus de 17 millions de dollars de dettes judiciaires à la Cour municipale de Montréal. Cette dette, même si elle ne se transformera pas en emprisonnement pour non-paiement d'amende, demeure une dette judiciaire. Or, on sait que dans les processus de réinsertion, ces dettes judiciaires courent et rendent difficiles les processus d'insertion. On a aussi essayé de calculer en fait à combien s'élève la remise de constat d'infraction. Et on a pu constater qu'en mettant de manière très conservatrice le fait qu'un constat d'infraction, c'est 15 minutes de temps policier utilisé avec 2 policiers, et qu'on a évalué de façon conservatrice le salaire médian en fait des policiers à partir des données de l'Institut de la statistique du Québec. Et si on met en fait tous les constats qu'on a étudiés avec cette équation-là de 15 minutes par constat, 2 policiers et un salaire médian, on arrive à plus d'1 million de dollars qui ont été consacrés en fait à la remise des constats d'infraction à ces personnes en situation d'itinérante à Montréal. Quelques mots sur la judiciarisation de la pandémie. Donc, la judiciarisation de la pandémie, elle ne vient pas du tout, même s'il y a des réglementations municipales qui ont bougé par rapport à la pandémie, à la COVID. On étudie actuellement tous les constats d'infraction qui sont remis en vertu de la loi sur la santé publique, donc toutes les interdictions de rassemblement intérieur, extérieur,
les interdictions, notamment en regard du couvre-feu. On est en train d'étudier cela pour tout le Québec. Mais ce qu'on peut dire, puis on le dit à partir du rapport de l'Association canadienne pour les libertés civiles, qui a donc essayé de dresser un portrait de l'ensemble de ces constats remis au Québec, alors que nous, on essaye de voir où est-ce qu'ils ont été remis et à qui. C'est pour ça qu'on n'est pas encore à pouvoir donner des résultats, mais on constate que Québec est de loin la province la plus répressive en matière de santé publique et depuis le début de la pandémie. C'est plus de 16 000 constats qui ont été remis au Québec, selon les données du ministère de la Justice, donc plus de 5 000 à Montréal. En fait, la province suivante, c'est l'Ontario, et l'Ontario a remis à peu près 40% des constats qui ont été remis au Québec. Donc, on est vraiment dans plus du double de constats remis. Pour rappel, l'amende est de 1 000 $ avec 546 $ de frais de tous ces constats-là. Et comme je le disais, si c'est clair que la loi 32 a vraiment limité l'emprisonnement pour non-paiement d'amende sur la réglementation municipale, là, il s'agit d'une loi provinciale et il n'est pas clair encore qu'il n'y aura pas d'emprisonnement pour non-paiement d'amende, d'autant plus que ce sont les cours du Québec qui se chargent de ces constats d'infraction et non pas les cours municipales. Donc, il y a clairement un risque éventuel d'emprisonnement pour non-paiement d'amende actuellement sur ce nombre de constats d'infraction en matière de pandémie. Un des autres éléments sur la judiciarisation de la pandémie, c'est aussi on sait qu'à peu près 30% de ces constats d'infraction ont été contestés par les individus qui les ont reçus actuellement, mais on n'a aucune idée en fait de comment les tribunaux vont interpréter ces contestations, interpréter la mise en place en fait de ces constats d'infraction. Donc, il est difficile actuellement de mesurer en fait les risques et les enjeux autour de cette judiciarisation, si ce n'est de constater son ampleur. Pour conclure, en fait, de cette présentation très sommaire des données, si vous souhaitez, on peut vous donner accès au rapport final de cette étude-là. Mais ce qu'on constate à travers cette étude-là, c'est que malgré toutes sortes d'interventions, de politiques, de rapports d'enquête, de rapports de recherche qui ont critiqué en fait le recours à la judiciarisation et critiqué les profilages sociaux et raciaux qui en découlent, on constate que, loin s'en faut, les pratiques demeurent importantes, voire se renforcent. D'où l'importance à l'envers de travailler à mettre fin à ces pratiques de profilage en relevant un certain nombre de défis collectifs et individuels autour de cette question des profilages social et racial. D'abord, de renforcer l'action individuelle et collective en défense des droits, à la fois par la mise en place d'un certain nombre de stratégies qui existent déjà ou de développement de ces stratégies, donc notamment les programmes de déjudiciarisation qui existent dans différentes cours municipales, que l'on soit à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, à Val-d'Or. Programmes qui devraient se déployer davantage avec la loi 32 et l'accès à la justice. Donc, même si ces programmes sont loin d'être parfaits, ils font quand même œuvre utile dans l'impact sur l'individu lui-même qui a reçu des constats d'infraction, en notamment permettant soit des ententes de paiement, soit une radiation, soit un abandon des poursuites autour de ces constats-là. C'est loin d'être un remède exemplaire, mais c'en est un quand même, dans la mesure où, effectivement, on reste quand même sur des actions individuelles, donc des personnes dont les dossiers vont être pris en charge, accompagnés vers les cours municipales, mais permettent finalement un certain nettoyage de leur dossier dans les cours municipales. Un des défis, c'est que les cours municipales ne sont pas reliées, donc vous pouvez avoir résolu votre situation à Montréal, mais en avoir tout autant à faire à Saint-Jérôme, à Sainte-Thérèse, etc. Suivent les contestations d'étiquettes COVID, comme je vous le disais, il y a de nombreuses contestations
portée par des individus, mais soutenue aussi parfois par des organismes. On a vu à quel point, par exemple, la bataille sur le couvre-feu autour des personnes itinérantes à Montréal a porté fruit et a permis de ne plus appliquer le couvre-feu. Un des enjeux actuellement sur ce gain juridique, je dirais, c'est qu'il définit de manière très restrictive ce qu'est une personne en situation d'itinérance. C'est une personne sans abri, alors qu'on sait qu'il y a de multiples formes de l'itinérance. L'ACSUD vient de faire une requête pour contester les contraventions émises en matière de couvre-feu, mais il faut encore voir ce que ça peut donner. Je dirais aussi, et j'ai sauté, suivre les équipes mixtes. On voit de plus en plus comme solution en fait à la transformation du travail policier la mise en place d'équipes mixtes de patrouille, que ce soit des équipes avec un service policier, des intervenants sociaux, des équipes avec un policier, des agents du métro et des intervenants sociaux. Je pense qu'il y a toute une réflexion et un questionnement et une vigilance à exercer à l'endroit de ces équipes mixtes sur leur utilité, sur ce qu'elles font pour de vrai, à quel point on sait que les services policiers travaillent avec comme matière première le renseignement et les enquêtes. Qu'est-ce que ça veut dire que de patrouiller avec des policiers, d'entrer en interaction avec des populations marginalisées et racisées, et qu'est-ce que peut en faire un service de police après en connaissance de cause, dans la mesure où ces patrouilles-là sont toujours des patrouilles très, très spécifiques, très minoritaires au sein des services policiers, et donc ne parviennent pas en fait à faire changer la pratique ordinaire d'une patrouille de police qui est de remettre des constats d'infraction, comme on a pu le démontrer dans notre étude. Suivre les politiques d'interpellation, on l'a vu encore hier, un nouveau rapport qui vient classiquement et de manière assez, j'ai pas eu le temps de le lire complètement, mais de ce que j'en ai vu dans les journaux, ce que vient de dire le rapport finalement qui a été commandé pour la transformation des services de police au Québec, c'est que les politiques d'interpellation qui seraient discriminatoires devraient être interdites. Mais pourtant, on a une charte des droits et libertés depuis de nombreuses années qui interdit la discrimination. Donc, j'ose espérer que ces politiques d'interpellation, la manière dont elles vont se déployer en soutien avec les communautés les plus concernées et en collaboration avec les communautés les plus concernées, ne vont pas être un simple rappel du fait qu'on n'a pas le droit de discriminer la population au Québec. Renforcer la lutte solidaire contre les profilages, qu'on voit de plus en plus dans nos études, c'est que les profilages se croisent, s'entrecroisent, qu'il est parfois très difficile de démêler ce qui relève du social et du racial. Donc, de voir comment on peut, comment les acteurs qui portent un profilage en particulier peuvent s'associer et se solidariser pour une lutte plus globale sur l'ensemble des profilages. Renforcer aussi toutefois les lectures spécifiques et intersectionnelles des profilages dans la mesure où effectivement certains groupes sont victimes de profilage de manière très particulière et qu'il faut arriver à documenter et encore rendre visibles des pratiques qui concernent un groupe ou un autre. Renforcer aussi les lectures intersectorielles des profilages. On a souvent, en travaillant nos études sur différents secteurs, on se rend bien compte que ce qui se passe à la protection de la jeunesse, ce qui se passe dans le santé services sociaux, ce qui se passe au service de police, dans les services de police, dans les services judiciaires, ou voire même dans les services correctionnels, il y a un certain nombre de groupes qui vont être victimes à travers tous ces secteurs de traitements différentiels, donc de pratiques de profilage, et qu'il est important non pas simplement de documenter une pratique, un secteur, mais bien d'aller voir à quel point certains groupes de la population, et notamment les populations autochtones, font l'objet de discrimination dans de multiples secteurs. La commission était venue l'affirmer. Je pense qu'il est encore nécessaire à la fois de suivre les appels à l'action de la commission Vienne, mais surtout de documenter encore ces pratiques intersectorielles. Soutenir des projets de décriminalisation, de dépénalisation, on voit comment certains acteurs actuellement se posent des questions sur la décriminalisation des drogues au-delà du cannabis. Très certainement que c'est une voie qu'il faut déployer pour éviter de rentrer dans la machine judiciaire,
Mais, je le dirais de cette façon-là, la décriminalisation ne peut certainement pas se soustraire à un renforcement plus large des réponses sociales et communautaires aux problèmes de pauvreté, de logement, de dépendance que vivent les populations. Voilà pour ce tour sommaire et rapide de cette étude et des enjeux qui l'entourent. Et je serai très heureuse de vous répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. Une présentation, en fait, qui présente aussi une réalité qui est parfois en discordance avec le discours officiel et qui nous étonne en lien avec l'évolution que l'on devrait en fait non seulement ressentir, mais qui devrait aussi ressortir de ces recherches-là en matière de judiciarisation et de profitage social. Donc, parce que les chiffres que tu nous as présentés sont quand même assez impressionnants, sont inquiétants aussi. Donc, on comprend quand même assez facilement pourquoi il faut s'attarder rapidement et de manière assez continue aux défis que tu nous as présentés. Donc, ce serait maintenant le temps de vous laisser en fait poser vos questions et échanger avec Céline. Alors, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, je vous invite à poser vos questions soit via le chat ou la section Q&A du webinaire à l'écrit. Sinon, en levant votre main et à ce moment-là, je pourrai vous donner la parole, ouvrir le micro et la caméra. Je vais commencer tout de suite avec une première question qui a été posée par Louis Letellier de Saint-Just dans la section Q&A du webinaire. Alors, je vais simplement la lire, Céline, et ensuite te laisser la place pour y répondre. Alors, ça dit « Merci Céline pour cette excellente présentation. En 2018, le SPVM, dans un document particulier, présentait Emery dans le cadre de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec. On y retrouve une statistique qui détonne passablement avec les données que tu nous as présentées, donc qui fait référence un peu aussi à ma réaction de tout à l'heure en lien avec le discours officiel. Donc, soit moins de 10% des interventions policières se concluent par une mesure restrictive, arrestation et constat d'infraction. Comment doit-on comprendre cet écart? Céline, je te laisse répondre à la question. Alors, merci et merci Louis. Alors, je vais y aller avec deux types de méthodes. D'abord, avec Marie-Ève Sylvestre et Mylène Jacou, on a été expertes à la commission Vienne, donc la commission sur les relations entre les populations autochtones et certains services publics, et on a été chargé de police-justice, de tout le dossier police-justice. Donc, toutes ces analyses-là, y compris les données du SPVM, on les a analysées d'abord et avant tout au départ pour la commission. Et on les a réutilisés dans notre rapport final aussi de cette étude-là, parce que justement, pourquoi on trouvait des écarts aussi importants et comment essayer de comprendre les choses. Alors, je dirais d'abord, dans un premier temps, que dans ce document qui présente Emery, et donc c'est dans ce document qu'on a ressorti qu'il travaillait avec 80 à 120 personnes, donc ça c'est le SPVM qui le dit par année. Il y a effectivement de cette statistique de 10%. Et en fait, quand on replace cette statistique de 10% dans même la totalité des constats d'infraction qui sont remis à Montréal dans cette année-là, de 2016, puisque c'est l'année qu'ils ont utilisée, on constate que le 10% n'est pas juste, en fait. Donc, qu'ils ont remis plus de constats d'infraction quand on regarde le nombre de plaintes et le constat d'infraction d'après leurs données
données, et ce n'est pas nos données, d'après leurs données, c'est plus que 10%. La deuxième chose qu'on constate aussi à travers ces données qui ont été remises par le SPVM à la commission Vient, c'est que 20% des constats d'infraction sont en fait émis par la brigade des espaces publics, qui est une brigade très particulière qui patrouille le centre-ville de Montréal, notamment l'été, pour travailler sur un certain nombre d'incivilités. Donc, les constats d'infraction que nous avons étudiés sont très certainement, et même si on ne peut pas le prouver directement, sont certainement très issus beaucoup de la pratique de la brigade des espaces publics. Maintenant, nos données, comment on les a? Ça, c'était donc les données du service de police qui parlent à la commission Vient et qui utilisent ces données sans qu'on sache nécessairement, et il n'y a pas de présentation de méthodologie à travers ces documents-là. On a même, par exemple, une ambiguïté. Le SPVM dit à la commission Vient qu'il ne peut pas il ne peut pas faire état de données sur les populations autochtones parce qu'il ne renseigne pas ça dans les constats d'infraction. Donc, il n'y a pas de données ethno-raciales qui sont recueillies dans les constats d'infraction. Pourtant, il va remettre une banque de données à des chercheurs indépendants, Harmonie et ses collaborateurs, où il y a des données ethno-raciales sur les constats d'infraction. Et c'est la même année. Donc, il y a beaucoup d'ambiguïtés qu'on n'arrive pas tout à fait à percer, je dirais. Mais nous, la manière dont on fait ces études-là, on ne demande pas les données au SPVM. On les a toujours demandées à la Cour municipale de la même façon. C'est-à-dire qu'on demande à la Cour municipale de nous extraire tous les constats d'infraction qui sont remis sur la base d'une adresse civique qui correspond à un organisme en itinérance. Donc, on leur donne une liste d'adresses d'organismes en itinérance, classiquement, là. On a une trentaine d'adresses d'organismes et on demande à la Cour municipale de nous extraire tout ce qui vient avec ces adresses-là. Ce qui est certainement la pointe de l'iceberg, hein, parce que les gens qui me remettent une autre adresse, on ne les repère pas, même s'ils sont en situation d'itinérance. Mais c'est une façon constante qu'on a eue de documenter l'évolution. Donc, avec la même méthodologie, au fur et à mesure des années, on peut comparer finalement ce qu'on a eu en 1994 de ce qu'on a eu en 2019, puisqu'on utilise la même méthodologie systématiquement. Et ce qu'on constate par ailleurs, c'est que je dirais qu'il y a un groupe de 4 ou 5 organismes sur Montréal qui reçoivent les constats d'infraction, en fait, dont les personnes en situation d'itinérance utilisent les adresses. Il y a 3-4 organismes qui doivent avoir des boîtes de courrier assez importantes et assez imposantes relatives à du courrier reçu de la Cour municipale, puisque sur 50 000 constats d'infraction qu'on a étudiés, 45 000 allaient vers 4 organismes. Je ne les nommerai pas parce que ça ne sert à rien de savoir quels sont les organismes qui ont les boîtes de courrier qui sont fortement utilisées. Et donc, c'est cette base constante qui nous permet d'affirmer qu'on est dans une situation alarmante, en fait. Merci pour cette réponse pleine de nuances et quand même basée sur un nombre d'années assez important, pas seulement la dernière année et un peu plus qu'on vient de passer en pandémie. Donc, il y a quelque chose de fort préoccupant là, dans ces dimensions-là. On attend encore pour d'autres questions. Je ne vois pas de questions posées à l'écrit. Il ne semble pas y avoir de main levée non plus. J'aurais, moi, en fait, une réflexion que j'aimerais partager avec toi, en fait, sous forme de questions. Céline, pendant ta présentation, tu as fait référence, en fait, à la multiplicité des facteurs sociaux et des enjeux qui se recoupent au niveau des profilages, des différents types de profilage. Et ça t'amenait vers
l'identification, en fait, de peut-être certains enjeux de solidarité entre ces luttes. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage un peu sur ces dimensions-là qui semblent parfois être difficiles à rallier? Mhm. En fait, tout à fait. Je dirais que de manière générale, le travail sur la documentation des profilages, elle est excessivement difficile parce qu'on a d'un côté un grand nombre de personnes qui font l'objet d'expériences de profilage, qui peuvent en raconter des témoignages sur de multiples actions répétées de différents acteurs des services publics, et c'est ce qu'on a particulièrement vu à la commission Vien, par exemple. Et de l'autre côté, rendre visible cela dans des pratiques institutionnelles pour documenter l'ampleur, pour passer en fait du témoignage ou de l'histoire d'un individu à quelque chose de systémique et de cadrage systémique, c'est excessivement difficile. Et on voit encore à quel point la documentation systémique des situations est loin d'être acquise. Et on a fait encore l'objet de nombreux obstacles. Même, par exemple, même hier, en fait, et on se défend depuis longtemps, par exemple, pour qu'il y ait des données ethno-raciales qui soient recueillies, que ce soit dans les secteurs de la protection de la jeunesse, de la santé, des plaintes dans les comités d'usagers, en déontologie, etc. Et pour l'instant, on n'arrive pas à avoir ces données ethno-raciales qui nous permettraient notamment de mieux documenter le profilage vécu par les communautés noires et les personnes noires, mais aussi par les communautés et les personnes autochtones. Et dans ces défis-là de rendre visibles les choses, je pense que la logique solidaire permet de dire que chaque fois qu'on emporte quelque chose à un endroit dans un type de profilage, la façon dont on le fait, les résultats qu'on trouve, la manière dont on porte la lutte peut être des outils, des grammaires et des répertoires qui peuvent être déployés dans d'autres secteurs avec d'autres types d'acteurs. Et d'apprendre d'entre nous, de chacun des démarches de lutte permettrait très certainement de renforcer en fait la capacité de documenter, la capacité de lutter, mais aussi la capacité de rendre visibles les actions les plus systémiques en fait de ces types de profilage pour sortir finalement d'une démonstration strictement d'un type de profilage, d'autant plus que en fait on se rend compte qu'effectivement l'entrecroisement entre le profil, notamment en matière d'itinérance, lorsqu'on regarde les populations autochtones, à quel point, notamment les femmes, à quel point c'est cet entrecroisement entre des femmes en situation d'itinérance autochtone qui croisent en fait des logiques de discrimination historique, coloniale, mais aussi sexiste et patriarcales qui vont finir par alimenter en fait différents vecteurs de profilage sans qu'il soit facile de démêler en fait quelle est la source principale en fait du profilage. Donc l'appel à la solidarité, c'est aussi un appel qui permet en fait de mieux révéler, de mieux documenter et d'imposer en fait quelque part euh, le déploiement en fait de nouvelles données et de nouvelles données pour mieux documenter en fait les discriminations systémiques. Et ce qu'on sait quand on regarde la littérature en matière de profilage, c'est que la donnée, c'est la bougie d'allumage au-delà des expériences. Sans recueil de données, ben, on ne se rend pas compte institutionnellement de nos pratiques discriminatoires et on n'est pas prêt de les corriger si on ne sait même pas qu'elles existent. On voit quelque part, et c'est un peu l'exemple qu'on voit dans cette étude-là, on s'est dit, ben, il y a eu plein de formes de reconnaissance, donc ça aurait dû améliorer les choses. Mais en fait, on se rend compte que même quand il y a des formes de reconnaissance, on n'est pas garanti que ça améliore les choses. Alors, quand il n'y a même pas une forme de reconnaissance d'une pratique discriminatoire, on est loin du but. Et c'est un des enjeux majeurs qu'on a actuellement d'essayer de solidariser pour sortir en fait de cette fragmentation qui est fort utile pour maintenir le statu quo et maintenir des pratiques discriminatoires. Oui, 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 bien sûr. Mais est-ce qu'il y a déjà des moyens identifiés pour essayer de sortir de cette fragmentation-là et de faciliter en fait vraiment l'accès à ces données? Est-ce que tu y vois un espoir? Euh, une des choses,
c'est que l'Observatoire des profilages a ce projet quand même d'être pluriel, donc de regarder les choses et d'asseoir ensemble des partenaires qui sont de différents horizons et qui travaillent auprès de différents types de populations. Mais plus globalement, je pense qu'effectivement, les perspectives intersectionnelles, intersectorielles, y compris par exemple le projet de la commission Vient, qui était de regarder différents types de services publics, mais c'est une façon de se dire non, il n'y a pas juste un problème à un endroit, il y a un problème qui est beaucoup plus large que ça, et que les projets en fait de lutte contre les discriminations, contre le racisme devraient en fait articuler des exigences en matière d'une meilleure documentation. Et on le voit encore avec l'enquête du coroner sur la mort de Joseph Chacon, comment malheureusement il faut répéter, répéter, répéter. Et un des défis qu'on a pu constater en fait dans l'étude qu'on a, c'est que même si on a mis en place des services, par exemple de dégrisement, etc., ça n'enlève pas les pratiques de judiciarisation. Les gens, maintenant, les services policiers amènent les personnes au centre de dégrisement ou dans la place de dégrisement, mais en leur remettant un ticket dans leur poche. Donc, on n'a pas remplacé, on a juste ajouté une pratique plus sociale, mais on n'a pas enlevé la pratique policière qui était de remettre le constat d'infraction. Non, c'est ça, et c'est ce qu'on voit sur le terrain, que c'est vraiment dans l'application pratique que le bas blesse quand il n'y a pas de consignes très claires qui sont émises par soit l'institution ou une organisation particulière. On aurait temps pour une dernière question qui est posée par écrit par un participant. La question, et je vais la lire telle qu'elle également, ça dit, dans les défis à relever, on indique de renforcer l'action individuelle. Peut-on savoir davantage à ce niveau quel recours la personne a si elle pense qu'il y a injustice? Je vais aller très rapidement, hein, mais d'abord, il y a de nombreuses cliniques d'accompagnement juridique, la clinique droit de vente, la clinique des premiers peuples, la clinique droit de cité à Québec, qui peuvent vous aider les personnes à contester leur constat d'infraction. La première étape est quand même la contestation d'un constat d'infraction, réfléchir comment on va se défendre, mais à tout le moins l'ouverture vers une contestation d'un constat d'infraction, donc dans les 30 jours, va permettre d'ouvrir une fenêtre pour de la défense. Si on ne fait pas ça, ben, on devient coupable par défaut et à ce moment-là, ben, c'est beaucoup plus difficile de déconstruire en fait la machine judiciaire qui s'est mise en marche. Donc, je dirais contester. Après, il y a toute forme aussi, si on pense qu'on a été victime de discrimination, puis là, je vais le parler au niveau du service de police, mais les recours en déontologie, les recours à la Commission des droits de la personne peuvent être des outils important. Il y a de plus en plus de reconnaissance, par exemple, au niveau de la Commission des droits de la personne, de certaines pratiques de profilage. Mais là, il faut quand même reconnaître qu'on s'enligne sur de nombreuses années de procédure et sur quelque chose qui va vous demander d'être accompagné par des avocats et par des intervenants psychosociaux. Donc, c'est loin d'être facile, en fait, de se défendre devant ce type de choses. Mais il y a de plus en plus de personnes qui le font. Et je pense que l'action individuelle, elle passe en fait par le fait d'avoir comme organisme, comme intervenant, l'idée que le constat d'infraction et la judiciarisation, c'est pas une facilité, c'est pas une fatalité, et qu'il y a quand même des possibilités d'ouverture à une défense des droits individuels qui passent par des contestations, même si l'échelle des contestations peut être longue et laborieuse, là, mais il y a quand même ces espaces-là de contestation. Et à tout le moins, il semble s'améliorer aussi et la loi 32 qui vise à développer des programmes d'accès à la justice et des programmes d'accompagnement à la justice devrait aussi permettre d'avoir plus d'intervenants qui font ce type de soutien. En fait, on ose l'espérer. C'est clair que la COVID n'a pas aidé pour la mise en œuvre de la loi 32, mais on ose espérer que post-pandémie, surtout si la contestation de la judiciarisation de la pandémie prend de l'ampleur, là, il va falloir avoir effectivement des leviers d'accompagnement pour faire la contestation à la fois des constats
de réglementation municipale, mais aussi tous ces constats de loi de santé publique qui, pour la plupart du temps, ont quand même touché des populations victimes déjà des inégalités, des injustices. Oui, tout à fait. Donc, il y a des moyens disponibles, ils ne sont pas simples, mais d'avoir accès à de l'accompagnement pour passer à travers ces étapes, c'est toujours, en fait, c'est vraiment gagnant et incontournable dans le processus. Bien, là-dessus, Céline, je te passerai à nouveau la parole pour peut-être une ou deux phrases si tu as envie de nous transmettre un petit message de fin et par la suite, je pourrai clore cette session webinaire. Merci, Sandhya. D'abord, vous remercier pour votre écoute, vous dire qu'on est disponible si vous souhaitez avoir les rapports et plus d'informations, mais surtout reconnaître que la judiciarisation de l'itinérance, elle passe beaucoup par des problèmes, sur des questions de dépendance et d'ébriété, et que vous avez un rôle à jouer comme intervenant en dépendance sur ces questions-là. Parce que certainement que c'est une entrave à votre travail d'intervention et de rétablissement et d'accompagnement des personnes que de savoir qu'elles ont des dettes judiciaires qui vont peser lourd en fait dans leur trajectoire de vie. Voilà. Merci beaucoup. Les conséquences sont bien au-delà de la dette judiciaire. C'est très judicieux de le mentionner. Merci Céline pour ce partage, pour cette présentation et merci à vous tous d'avoir été présents également au webinaire du CRI.